Je m'appelle Faroudia Ossini et je suis psychiatre, psychanalyste, philosophe et je travaille avec, Bruno Dallaporta qui est aussi, médecin, néphrologue, donc qui travaille dans la dialyse, les reins malades, la greffe d'organes, tous ces éléments-là et qui est également philosophe et docteur spécialisé en éthique médicale. En fait, il y a une complémentarité, c'est que Farrugia, c'est plutôt le soin psychique, psychanalyse, psychiatrie, et moi, c'est plutôt le soin somatique. L'époque que nous traversons, elle ne vous aura pas échappé, hein. On est dans un moment en grande destructivité, en profonde désorientation, qu'il s'agisse des multicrises économiques, écologiques, démocratiques. On arrive en bout de course d'une proposition sociétale également, dans nos modernités occidentales situées. Aujourd'hui, nous savons très bien que la liberté de déliaison du chacun pour soi n'est plus valable dans le monde qui vient, et même que c'est probablement une des forces néfastes qui ont conduit à la destructivité, à jouir chacun de son côté pour son petit confort, sa petite affaire, et cetera. Or, aujourd'hui, nous savons très bien que, nous sommes dans un monde commun avec des co-appartenances, des reconnaissances mutuelles et réciproques et qu'il nous faut soutenir un monde habitable et orienté vers de nouvelles valeurs qui sont pour nous les valeurs du soin comme valeurs de demain. En 2000, on se demandait, est-ce que c'est une atypie ou une anomalie d'avoir quelques démocraties qui redonnent le droit à certains citoyens de tuer leurs congénères sans être poursuivis? Et finalement, depuis 20 ans, ça n'a fait que progresser. C'est-à-dire qu'il y a eu ensuite l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, etc. 10, 11, et puis pratiquement 12 pays sur une trentaine ou une quarantaine qui ont fait tomber l'interdit de donner la mort. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le sens de l'histoire? Ou est-ce que c'est un progrès? Ou est-ce que c'est une dérégulation anthropologique profonde? Alors, nous avons écrit ce livre, Tuer les gens, tuer la terre, l'euthanasie et son angle mort, en fait, sur l'initiative de Bruno. Moi, j'y ai contribué. Pour tout vous dire, j'étais assez égarée sur cette question, hein, j'ose le dire assez ouvertement, mais comme une grande partie de la population et comme beaucoup d'intellos, hein, à savoir imaginer que voilà, c'était un progrès, sous réserve évidemment d'un cadre très strict, etc. Que voilà, pour les libertés individuelles et le progrès de nos sociétés, bien entendu. Et puis, je voyais bien qu'il y avait quand même des zones extrêmement sensibles et intuitivement, je ne voulais pas trop me prononcer sur tout ça. Et donc Bruno vient me voir un jour en me disant: «Écoute, il faut qu'on suspende un peu les travaux là sur la poésie, l'imagination, et cetera. Il se passe un truc dingue. La France va également faire tomber l'interdit de donner la mort, à la demande des personnes, certes, et donc il se passe ce truc dingue, il faut absolument qu'on y réfléchisse». En fait, quand Macron a décidé de lancer ce sujet, il pensait que ça allait être les cathos de droite ou les religieux qui allaient arriver. Et en fait, non, ce sont surtout les professionnels de santé. Ce sont les professionnels qui ont l'habitude des corps, des visages, de la souffrance, de la fin de vie. Et alors là, pour le coup, vous prenez des pontes de médecine, vous avez des communistes, des athées, des agnostiques, des polonais. En fait, c'est pas du tout représentatif d'une religion. Et donc, on s'est dit, on va amener une voix qui sera la voix des valeurs du soin. Voilà, donc en fait, Macron a été très perturbé dans ses plans parce que ce sont les professionnels qui ont lancé un grand mouvement avec Claire Fourcade, qui représentait 800 000 soignants avec des sociétés savantes et qui disait, attendez, nous, quand on est vraiment compétent en gériatrie sur la fin de vie ou en oncologie ou en réanimation ou en néphrologie ou en psychiatrie, quand on est vraiment compétent, je parle des personnes confrontées à la mort, ils disent, attendez, il y a beaucoup plus d'inconvénients à y aller qu'à ne pas y aller parce que le problème, c'est les vulnérabilités à long terme. Les problèmes, c'est notre monde commun à long terme. Le problème, c'est quelle civilisation on veut, quel choix on veut de société. Et puis aussi, en fait, ce qui a motivé ce livre, c'est d'avoir interrogé comme ça beaucoup de professionnels de santé et d'avoir vu que, il y avait des confusions énormes et j'en étais, donc je peux témoigner. Si bien que les gens confondent l'acharnement thérapeutique avec une euthanasie, avec ceci, avec cela, et donc on s'est dit: «Il faut absolument clarifier ces points» parce que si les professionnels de santé eux-mêmes ne sont pas au fait de tout cela, comment le grand public et les politiques peuvent l'être? Il y a 5 situations qui relient l'acte médical et la mort. Et ça, c'est le point le plus important pour se repérer. Les 5 situations, c'est que premièrement, vous avez l'abstention. On ne transfère pas une personne de 90 ans en réanimation si elle a le Covid au risque d'accélérer la mort, parce qu'on sait qu'elle ne va pas tenir sous machine, allongée sur le ventre, avec un masque, etc. Deuxièmement, vous avez l'antalgie. Vous pouvez, chez une personne qui a des métastases osseuses hyperalgiques, prescrire des analgésiques puissants ou des sédatifs puissants au risque d'accélérer la mort. Donc, premièrement, l'abstention. Deuxièmement, l'antalgie. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les limitations et arrêts de traitement. On peut arrêter des traitements vitaux s'ils deviennent disproportionnés ou inutiles au risque de hâter la mort.
Donc, abstention, analgésie, arrêt de traitement. Quatrièmement, vous avez le suicide assisté. Dans ce cas-là, vous remettez à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber ou une perfusion qu'elle déclenche. Et puis, cinquièmement, vous avez ce qu'on appelle l'euthanasie. Dans ce cas-là, c'est le médecin qui provoque délibérément la mort en injectant une substance létale. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces 5 cas correspondent à un crescendo dans la gravité morale de l'acte. C'est-à-dire que le 1, abstention, est moins lourd que le 3, arrêt de traitement, qui est moins lourd que le 4, suicide assisté, puisque c'est la personne qui le fait elle-même, que le 5, qui est euthanasie. Ensuite, ce qu'il faut voir, et ce qui n'est pas du tout vu dans les débats, c'est qu'il y a une rupture qualitative entre le 1, 2, 3 et 4, 5. 1, 2, 3, abstention d'analgésie, arrêt de traitement. La personne meurt du fait de la maladie. Elle meurt du fait des choses. Donc l'intégrité morale de l'humain n'est pas très attaquée. Si vous avez une personne qui a un cancer métastatique et que vous ne faites pas une 5e ligne de chimiothérapie parce que c'est inutile et qu'elle décède, elle est décédée du fait de la maladie. Dans le cas 4 et 5, en réalité, c'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain. Dans le suicide assisté et dans l'euthanasie, c'est l'humain qui provoque quelque chose chez l'humain. Et donc, l'intégrité morale est d'une autre nature en termes de philosophie morale. Par exemple, une euthanasie, vous branchez la seringue, vous balancez le produit, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. C'est une condamnation. Si moi j'arrête en dialyse, une dialyse, ça va durer quelques heures, quelques jours, il y aura une temporalité, des paroles, des chagrins, des réconciliations, ça reste humain. C'est pas pareil qu'une appuyer sur une seringue. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans la population, il n'y a que des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que les médias mélangent très souvent tout. On ne sait pas de quoi on parle. Si je fais un micro-trottoir là maintenant, eh bien, on demande aux personnes dans la rue, est-ce que vous êtes pour l'euthanasie? Ils vous disent oui, je suis pour l'euthanasie parce que je trouve ça insupportable d'avoir des souffrances extrêmement fortes et il faut l'euthanasie. Or, c'est le cas numéro 2 qui est prévu depuis la loi Leonetti de 2005 qui dit qu'on doit soulager des souffrances insupportables, y compris avec une sédation, etc. Ou encore, les citoyens vont vous dire, je suis scandalisé par le pouvoir abusif des médecins. L'acharnement thérapeutique, c'est quelque chose d'insupportable. Je suis contre l'acharnement thérapeutique. Il faut l'euthanasie. Or, c'est ce qu'on appelle les limitations et arrêts de traitement, ce qu'on appelle la lutte contre l'obstination déraisonnable, la lutte contre l'acharnement thérapeutique, qui est légale depuis 20 ans, depuis 2005. Donc les Français réclament à corps et à cri des choses qui existent depuis 20 ans et pensent que c'est une euthanasie par confusion des cas. Finalement, ce que veulent les médecins compétents sur les conditions de la mort, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont vraiment en confrontation avec la mort de façon intensive, hein. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'on soulage, qu'on accompagne, qu'on mène des concertations avec les proches, qu'on sache lutter contre l'acharnement thérapeutique. Et ce qu'ils veulent, c'est que ça soit distribué sur tout le territoire, que tous les départements soient pourvus de ces bonnes pratiques, et surtout que les médecins soient formés. Parce qu'en fait, comme la loi Leonetti n'a pas été transmise, correctement, comme il n'y avait pas eu de formation chez les médecins, eh bien en fait, on ne fait que changer la loi, la faire évoluer, alors que la loi Leonetti de 2005 est une très grande loi. C'est probablement la plus belle loi de la planète. C'est une loi universaliste, c'est une loi géniale, mais elle n'est pas transmise. Et ce point est effectivement très important dans la distinction des 5 cas. Pour reprendre cela, c'est-à-dire dans les 3 premiers cas, donc abstention, analgésie, limitation à arrêt de traitement, eh bien là, vous avez l'intention de soulager la personne au risque que la mort survienne plus tôt. Alors que dans les cas 4 et 5, vous avez l'intention de donner la mort pour soulager. Donc c'est l'intention qui fonde la moralité d'un acte en philosophie morale. Donc ici, l'intention de soulager avec le risque d'accélérer la mort, et là, l'intention de provoquer délibérément la mort, certes à la demande de la personne, encore heureux, mais pour soulager. Cette intention est fondamentale. C'est l'intentionnalité qui fonde la valeur de l'acte. Par exemple, Eisenhower, pendant la Seconde Guerre mondiale, déclenche le débarquement et son intention, c'est de libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Il sait que 50% des GI vont mourir sur la plage, mais son intention n'est pas de tuer les GI. Donc en fait, l'intentionnalité en droit, en philosophie du droit, c'est extrêmement fort. Il faut distinguer l'éthique et la morale comme le fait Ricoeur pour s'y retrouver. L'éthique, c'est répondre de l'autre singulièrement, ici, comment je m'ajuste. Je vais dire par définition que l'éthique, c'est ça. Et la morale, c'est la loi universelle qui est valable pour tous et qui me dit ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir. La morale est la valeur universelle. Le problème, c'est qu'avec 68, on n'a plus voulu entendre parler de morale. Ne me fais pas la morale, etc. Donc, on est une société qui a une machine de guerre contre la morale. La morale, personne n'en veut.
Mais enfin, l'autoconservation d'un groupe a besoin de symbolisme, d'organisation, d'anthropologie. On ne peut pas fonctionner juste avec des revendications multiples. Le terme moral, c'est un terme philosophique pour dire il nous faut un vivre ensemble sur lequel on s'entende et qui protège tout le monde et les plus vulnérables et le vivant et notre monde commun pour le long terme. C'est ça, une morale universelle, c'est-à-dire universelle, ça veut dire en philosophie en tout lieu et en tout temps et quelles que soient les conditions. Donc ça veut dire qu'il faut penser aux plus vulnérables de demain aussi. Donc de toute façon, il faudra se donner un principe universel. Donc soit c'est une loi morale qui vise à protéger tout le monde en tout lieu, en tout temps et quelles que soient les conditions, soit c'est en effet un autre programme, mais de toute façon, il faudra se mettre d'accord sur un horizon commun. Directive anticipée, c'est une fausse bonne réponse, c'est un faux bon outil, ça marche pas. Les directives anticipées, on va pas rentrer là-dedans, ça pose au moins trois problèmes. C'est que, un, il y a une immense plasticité de l'esprit humain. Ce que vous dites aujourd'hui en bonne santé, moi, si je vous dis lorsque je serai tétraplégique, je veux mourir, c'est sûr. En fait, ne correspond pas du tout à ce que vous allez vivre en situation. On a fait des études. Le principe, c'est en gros celui-là. Vous prenez des maladies de pas grave à très grave, rhume de foin, diabète, dialyse, paraplégique, tétraplégique, etc. Et vous prenez des personnes bien portantes et vous leur dites, dites-moi combien de jours de vie vous voulez perdre avec ce crescendo. Dès qu'ils arrivent à tétraplégie, ils veulent tous arrêter de vivre. Maintenant, vous refaites le questionnaire sur les personnes en situation. Eh bien, en fait, le rhume de foin, ils veulent vivre, diabète, ils veulent vivre, dialyse, ils veulent vivre, paraplégie aussi, tétraplégie aussi, locked-in syndrome, ils veulent vivre. Et en réalité, l'anticipation de sa mort, c'est une fiction dont on n'est pas capable parce qu'en situation, on change. Moi, j'ai eu souvent des cas de personnes qui disaient, si je passe en dialyse, je marque sur mes directives anticipées, je ne veux pas être réanimé. Elles font un œdème du poumon, on est très embêtés, on les réanime quand même, et après elles disent heureusement que vous n'avez pas écouté, heureusement que vous ne m'avez pas suivi, parce que franchement, je veux vivre, je suis très très content, etc. Donc la directive anticipée, c'est un outil qui paraît logique pour le grand public, du style, ben voilà, je marque ce que je veux, mais en réalité, c'est un outil où tous les hôpitaux sont très gênés avec ça. Donc les directives anticipées, c'est l'occasion de discussions anticipées. Ça, c'est intéressant, de pouvoir parler avec une personne dans un service parce que ça crée de la relation, de la confiance, du mariage, etc. Et puis il y a des choses qui se disent. En fait, les gens disent, quand on a une maladie d'Alzheimer, il faut pouvoir euthanasier. Or, quand on a cette maladie, on n'a plus son discernement. Donc, aucun pays ne peut accepter d'euthanasier une personne qui n'a plus son discernement. Il n'y a qu'une solution, c'est de se dire, eh bien, dans les directives anticipées, quand on va bien, on marque, le jour où j'aurai une pathologie d'Alzheimer, je veux être euthanasié. Et raconte. Et donc, il y a eu cette histoire aux Pays-Bas, de la coffee euthanasie, hein, où en fait une dame avait écrit cette directive anticipée où elle indiquait bon, le jour où il faudra m'emmener en maison de retraite et que je serait plus possible que je sois à la maison, eh bien je voudrais être euthanasiée. Donc ce jour arrive, donc le mari, le fils appelle l'équipe d'euthanasieurs et puis en fait la dame elle a changé nécessairement, donc voilà, elle regarde les feuilles qui tombent, elle attend sa mouche au chocolat, etc. Et puis elle s'enfuit devant la piqûre. Et donc l'équipe voit que bon, ben voilà, elle a signé, le mari et le fils bien embêtés, mais enfin ils veulent répondre justement, obéir à ces directives anticipées. Comme elle s'enfuit devant la piqûre, on finit par lui mettre un sédatif dans son café, d'où le nom de coffee euthanasie. Et puis on finit par l'attraper de force et puis la piquer. Donc si vous voulez, il se passe quelque chose, c'est que l'infirmière tremble un peu devant cette histoire incroyable parce qu'elle se dit, moi je veux bien soulager des personnes de leur douleur, de leur souffrance, etc. Mais je veux pas forcer des gens. Et donc elle porte plainte, ça arrive au tribunal de La Haye et le tribunal de La Haye dit, mais en fait le protocole est respecté, les directives anticipées sont remplies, vous avez bien obéi à ce protocole, le mari est d'accord, le fils est d'accord, bon bah voilà, il y a pas de problème. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a une différence entre la loi et le protocole et la dimension symbolique d'aller forcer une vieille dame qui a perdu la tête simplement parce qu'elle a signé cette directive anticipée. Donc vous voyez bien que ce truc de directive anticipée pose la question, mais quand on devient une vulnérabilité dont il faudrait prendre soin, accueillir et soigner, et ben c'est quoi l'identité d'une personne? Vous voyez bien qu'on se transforme au fil du temps, etc. Donc ça pose des questions sur qui on est qui sont absolument fondamentales. Et pour reprendre l'expression de Bruno, si vous voulez, ce qui est grave dans cette situation, c'est pas que le médecin ait été acquitté parce qu'il a forcé la dame et ils ont fait ça. Ce qui est grave, c'est qu'une démocratie se mette d'accord pour créer une loi qui fabrique ça. Donc
on arrive à un système où on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi?» Ce point est important parce que vous avez 25 ans, vous avez un accident de voiture très grave, vous vous retrouvez, en fauteuil, tout de suite vous voulez mourir. Vous avez 1 an de tunnel et tous les spécialistes en SMPR, c'est-à-dire en soins médicaux de rééducation, de réadaptation, savent très bien que le jeune, il pète un câble, il veut en finir, il imagine plus du tout sa vie et cetera. Comme il y a l'interdit de donner la mort, non, ou on vous tuera pas, et ben, les soignants mettent un maximum d'énergie pour lui faire réapprendre d'autres choses, lui faire rencontrer d'autres personnes et cetera, et là, il réinvente une autre allure de lui-même, une autre vie, une autre façon de faire, d'être, d'envisager les relations avec les copines et cetera, et donc c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle identité qui se crée. Donc c'est ça aussi, l'enjeu, il est aussi écologique au sens de nous sommes des identités mouvantes, nous ne sommes pas des identités closes. Même si la directive anticipée veut nous faire clôturer notre identité, notre désir à un moment donné, on sait très bien qu'on est beaucoup plus ouvert que ça. On héberge en nous des géographies inédites qui vont se révéler au fur et à mesure des événements douloureux. Depuis 300 000 ans, on vit 30 ans en moyenne. Depuis 1750, on vit beaucoup plus longtemps. On a déporté toutes les complications aux âges extrêmes de la vie. On a eu les vaccins, les antibiotiques, les stents, etc. Et maintenant, on vit 80 ans. Et en fait, il arrive un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en 2030, il y aura 2,5 millions de personnes de plus de 85 ans. C'est dans 4-5 ans. En 2050, il y aura 5 millions de personnes de plus de 85 ans, le double. Donc en fait, tous nos systèmes, on peut mettre tous les sous qu'on veut, ça va disjoncter. Et il y a une corrélation, pas une causalité, une corrélation entre la montée du grand âge et la poussée euthanasie. Parce qu'en fait, la maladie chronique, le grand âge, on ne peut pas y répondre avec nos outils d'hôpitaux, de médecins, les budgets qu'on a actuellement. Je force, je pense un peu aux extrêmes, bon, c'est pas très bon, mais il y a un risque d'euthanasie économique à 20-30 ans. C'est-à-dire que le jour où on va avoir les guerres, l'écologie, le tout qui va yoyoter, qu'est-ce qu'on va faire des vulnérabilités de notre monde commun, des personnes qui nous ont donné, de nos aînés qui nous ont aidés, qui nous ont éduqués. Parce que la personne âgée, elle a un double problème. D'une part, elle coûte très très cher, et d'autre part, elle est une contre-valeur. Parce qu'aujourd'hui, la valeur, c'est la valeur du marché et de la performance. Pour être accepté par la société, il faut être dans les valeurs du marché, produire, consommer, et il faut être performant. Il faut être rapide, courir, faire des footings dans les bois, même si on a 80 ans, et ne pas être dépressif. Et en fait, la vieille personne, elle est une contre-valeur coûteuse. Donc en fait, il y a un vrai problème, c'est quel monde on va vouloir plus tard. Le vrai problème, c'est pas l'individu, c'est le collectif, c'est notre monde commun, c'est pas tout de suite, c'est comment on va tenir toutes les turbulences qui arrivent, écologiques, sanitaires, budgétaires, etc. Toutes les turbulences qui vont arriver pour nos démocraties, comment on va tenir dans 20, 30, 40 ans. Si on fait tomber cette loi symbolique, qu'est-ce qui va devenir des vulnérabilités? C'est une question. La question de la mort, c'est à la fois un impensé et c'est un truc dont on veut pas, alors qu'en fait, plutôt que de donner une voie comme ça technosolutionniste, on injecte et c'est terminé, on maîtrise bien l'heure, le jour de sa mort, parce que c'est ça aussi qui nous attend, hein, c'est-à-dire de pouvoir choisir très précisément, hein. Si vous en avez marre de votre belle-fille, vous choisissez le jour de votre mort, le jour de son anniversaire, comme ça vous la plombez bien tout le reste des anniversaires. Ça va être possible, c'est déjà possible, hein, on choisit évidemment, puisque c'est notre liberté de choisir le jour de sa mort. Effectivement, on est dans une société qui veut absolument tout maîtriser et le voit bien le sauvage, quelque part, la mort c'est du sauvage, quoi. C'est un truc qu'on maîtrise pas, qui nous tombe dessus, dont on veut pas, qu'on veut mettre à l'écart. Et le sauvage du vivant, c'est un peu pareil, c'est-à-dire on veut tout absolument maîtriser. Or, la question autour de la fin de vie, de la mort, elle doit se ritualiser, même de façon laïque, hein, mais avec des présences, avec de l'entourage, de la verbalisation, avec des choses comme ça qui sont sociétales, et pas se dire: «Ah bon, ton père est mort, t'as 48 heures pour reprendre le boulot», et cetera, et cetera. Enfin bref. En fait, ce qu'il nous faut, c'est pas des droits à mourir, c'est des droits à vivre en démocratie, estimés, considérés jusqu'au bout, quoi. La modernité, depuis Galilée, Descartes, Newton, ça repose sur la liberté, sur l'indépendance, sur la maîtrise. Ces matrices de pensée qui ont commencé au XVIIe siècle, en fait, ont eu un grand déploiement, la technique, etc., mais sont arrivées à un moment où elles ont fini par avoir une destructivité. Ça a amené un nihilisme. Deux guerres mondiales, Hiroshima, et puis ensuite la destructivité qui s'est élargie au vivant, parce que cette maîtrise, c'est une dévitalisation, en fait. C'est la vie qui se retourne contre la vie lorsqu'elle devient hégémonique. L'euthanasie, c'est de la liberté de déliaison qui ne tient plus compte de l'institution ou notre monde commun. C'est une liberté court-termiste qui ne tient pas compte du long terme et des générations futures. C'est une liberté de maîtrise où on a l'interrupteur on-off qui dévitalise les ritualisations, les symbolisations, etc. Et c'est une métaphysique de l'ancien monde. Pour nous, la vraie question, c'est quel monde on veut
Est-ce qu'on veut une philosophie utilitariste qui élimine les contre-valeurs coûteuses et qui nous gênent, ou est-ce qu'on veut un monde commun où on prenne soin de soi, des autres, humains, non humains, notre monde commun présent, à venir? En fait, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pas de la liberté, c'est de la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité. Ce qu'il nous faut, c'est pas de l'indépendance, c'est de l'interdépendance. Ce qu'il nous faut, c'est pas de la concurrence, c'est de la cohérence, etc. Et pour nous, l'euthanasie, philosophiquement, coche l'ancien monde. C'est-à-dire que c'est une pulsion de mort, pulsion nihiliste. En fait, on tape sur le pilier de notre humanité. Nous, ce qu'on soutient, face à ces propositions d'euthanasie, c'est de soutenir les valeurs du soin et les valeurs du soin, précisément, c'est, une responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, c'est rendre le monde habitable pour l'autre, c'est aussi une ouverture sensible à l'autre, c'est comment on s'ajuste, comment on lui crée justement, comme on le disait tout à l'heure, les possibilités de devenir autrement, c'est-à-dire de laisser les possibilités ouvertes à ce qui se transforme, à ce qui devienne. Et puis aussi, c'est une espérance en fait. Hein, et ça, là encore, ce n'est pas religieux. C'est-à-dire que le soin repose sur l'idée que vous espérez que quelque chose va aller mieux. C'est pour ça que vous allez consulter. Et donc, c'est un principe d'espérance où on se dit que, eh bien, peut-être que ce ne sera pas la guérison que je vais viser, mais une transformation, peut-être un événement inattendu, quelque chose, etc. Sous réserve, bien entendu, que les moyens soient donnés pour que les personnes soient soulagées de leur douleur, de leur souffrance, qu'elles soient accompagnées, estimées, etc. Dans le service où je travaille, en dialyse, les personnes sont très malades. On leur coupe les orteils, elles ont beaucoup de pathologies, la mortalité est très élevée. Et en fait, on n'a pas de demande euthanasique. Si vous venez demain matin dans mon service, c'est pas le problème. On a repris en fait les 200 derniers décès dans le service, les 10 dernières années. En fait, on a eu 1% de demande d'euthanasie. Sur ces 1%, la moitié était liée à des souffrances insupportables. Et c'est vrai que si vous avez terriblement mal aux jambes, au bout d'un mois, vous voulez mourir. Dans ce cas-là, vous prenez la personne, vous l'hospitalisez, vous soignez la douleur, vous l'entourez. Et puis, une fois que la douleur a disparu, ils n'ont absolument plus envie de mourir. Donc, en fait, on est arrivé à 0,5% de demande euthanasique. Si je fais par exemple un colloque avec des médecins, je leur dis combien de fois dans votre vie vous avez été confronté à une vraie demande euthanasique. En fait, il y a un grand silence qui dure 15 secondes, et en gros, ils disent une fois ou 0 fois. C'est exceptionnel. La vraie question, elle est tout blanc ou tout noir. Est-ce qu'on laisse la porte complètement fermée parce que c'est une loi universelle qui protège tout le monde à long terme? Où est-ce qu'on l'entrouvre? Le problème, c'est que dès qu'on veut l'entrouvrir, la porte entrouverte finit grande ouverte 20 ans après. C'est-à-dire qu'après, vous allez avoir des réclamations de droits qui vont faire que vous allez mettre les personnes mineures comme éligibles à l'euthanasie, les personnes atteintes de troubles psychiatriques, les personnes atteintes de troubles démentiels. Après, c'est polypathologie, ça veut dire en gros vieillesse. Et puis ensuite, c'est la personne qui dit, moi, je veux être euthanasié. Et ensuite, je veux donner mes organes. Donc maintenant, on les prélève au bloc directement pour donner les organes. Donc en fait, d'un problème de 1%, vous faites proliférer les exceptions, et vous arrivez à 7%, 8%, vous n'avez absolument pas réglé le problème. Pourquoi? Parce que cette loi symbolique, on ne peut pas y toucher, en fait. C'est une loi qui nous protège à long terme. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait des 1%? Et nous, avec Farouja, on n'est pas du tout contre l'euthanasie. Moi, si un médecin me dit j'ai fait une euthanasie dans ma vie, j'ai pas de problème. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que l'État protocolise la transgression. Parce que c'est pas pareil de maintenir un interdit en acceptant qu'il y ait des zones grises que se dire, puisqu'il y a des zones grises, on les protocolise. Et en réalité, les philosophes, Canguilhem, Ricoeur, disent, on ne peut pas légaliser une transgression. On ne peut pas protocoliser une transgression. Moi, j'ai rien contre la transgression. C'est simplement qu'on le prend sur sa responsabilité. C'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Je l'ai fait en tremblant une fois dans ma vie. J'y penserai toute ma vie. Nous, on part du principe qu'il faut rester universaliste. Le monde est en grande désorientation. Il faut des points de vérité universels. Ce livre a déjà fait changer d'avis des personnes. Hein. Je vous disais que moi j'ai changé d'avis hein, en rencontrant les arguments philosophiques de Bruno. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a conduite à le soutenir dans ce livre parce que je me disais, mais quand même, j'étais prête à consentir à un truc juste parce que voilà, les médias le racontent, parce que vaguement je me dis c'est la liberté, parce que je confondais tout. Et donc, quand j'ai réalisé à quel point la chose était beaucoup plus profonde et ce à quoi j'allais consentir sans même m'en rendre compte, eh bien, je me suis dit: «Non, il faut absolument avertir les gens et qu'ensuite ils décident en leur âme et conscience, et cetera, mais au moins qu'ils soient informés, qu'ils ne réagissent plus seulement en fonction de leurs réflexes». Donc nous, on a créé une association qui s'appelle la Riposte Poétique. Les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Pourquoi riposte?
poétique. Il ne s'agit pas de faire des poèmes partout, même si on en fait régulièrement, mais il s'agit de dire que, vous savez, la poiesis, en grec, c'est la production, c'est la création, c'est l'invention dans le monde de quelque chose de neuf. Et donc, aujourd'hui, il nous faut inventer quelque chose, d'un nouveau vivre ensemble, de nouvelles propositions, justement, plus la concurrence, mais la connivence, plus le technosolutionnisme et l'invention comme ça de nouvelles propositions dans les territoires, etc. Et puis, l'idée que dans ce monde en profonde désorientation, eh bien, il nous faut une étoile à suivre. Et pour nous, l'étoile qui va pouvoir nous orienter, ce sont les valeurs du soin. Pas seulement le soin de soi, mais aussi le soin des autres, humains et non humains, et notre monde commun, présent et à venir. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est donné un mot d'ordre, qui est surtout un mot de désordre d'ailleurs, qui est celui-ci. Soignants, Soignants, soignés, soignés, soigneurs, soigneurs, levons-nous, levons-nous, c'est 7 l'heure. heures.